Le silence de la maison après leur départ était plus assourdissant que les murmures et les sanglots contenus de l'après-midi. L'enterrement de maman, déjà un brouillard douloureux. Maintenant, dans le salon encore imprégné de l'odeur douceâtre et entêtante des lys blancs qu'elle aimait tant, la réalité me frappait avec la violence d'un poing invisible. Chaque meuble, chaque bibelot semblait pleurer son absence. Assise dans mon fauteuil roulant, je me sentais étrangère dans ce décor qui avait toujours été mon unique refuge, ma seule constance depuis l'accident qui avait brisé mon corps, mais pas encore mon esprit. Pas avant aujourd'hui. Maître Dubois, le notaire au visage grave, était parti 1 heure plus tôt. La lecture du testament avait été rapide, sans surprise majeure. Maman, dans son amour infini et sa prévoyance, avait tout organisé pour que je ne manque de rien, plaçant mon père comme unique administrateur de mes biens, implicitement, comme mon gardien. Une confiance aveugle, une preuve d'amour qui, rétrospectivement, ressemblait à une condamnation. Durant toute la lecture, mon père était resté de marbre, arpentant la pièce comme un lion en cage, ses pas sourds sur le parquet ancien faisant écho au vide grandissant en moi. Je sentais la pression monter en lui, une énergie sombre et contenue qui me glaçait le sang. À peine la porte refermée sur la dernière tante venue offrir ses condoléances hypocrites, il s'est retourné vers moi. Son visage, que j'avais tant aimé, était déformé par une rage froide, ses yeux ne reflétant plus aucune chaleur. « Alors c'est ça ?» Sa voix était basse, chargée d'un ressentiment qui semblait couver depuis des années. « Tout est pour toi. Sa protection, son argent, tout pour que tu continues à vivre comme si de rien n'était. Et moi ? Je dois assumer. Porteur ce fardeau jusqu'à la fin. Je suis restée muette, le souffle coupé, incapable de comprendre où il voulait en venir. Le fardeau ? Était-ce maman ? Ou moi ? La réponse a jailli, brutale, arrachée à ses entrailles. Ta mère a eu de la chance, elle, de partir. Elle est libre. Mais moi ? Je suis coincée. Coincée à devoir m'occuper d'eux. Il a marqué une pause, son regard balayant ma silhouette immobile, mon fauteuil qui semblait soudain prendre toute la place. Puis, les mots qu'aucun enfant ne devrait jamais entendre, hurlés avec une force qui a fait vibrer les murs et mon cœur. Je n'en peux plus de cet handicapé. Handicapé. Le mot a explosé dans le silence, pulvérisant les derniers vestiges de mon innocence, de ma sécurité. Ce n'était plus ma fille, Gabrielle. J'étais réduite à ma condition, à ce fauteuil, à ce corps qui ne fonctionnait plus comme avant. La trahison était si profonde, si viscérale, qu'elle surpassait la douleur lancinante de mes jambes inertes. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur mes joues, brûlantes comme de l'acide. Il n'a pas attendu une réponse, un cri, une supplique. Il avait déjà son manteau sur le bras, une valise près de la porte préparée, réalisai-je avec horreur. Il ne m'a pas accordé un dernier regard. Il a ouvert la porte, et le bruit sec de la serrure s'enclenchant derrière lui a scellé mon sort. Le silence est revenu, mais ce n'était plus le même. C'était un silence hostile, vide, infini. Abandonné. Le mot flottait dans l'air vicié. Maman était morte. Papa venait de me rayer de sa vie avec une cruauté chirurgicale. La double perte m'a submergée, une vague glaciale qui m'a laissé sans souffle, le cœur en miettes. Seule. Je n'avais jamais compris le poids réel de ce mot avant cet instant. Je suis restée là, figée, au milieu du salon hanté par les rires de maman et désormais, par la haine de papa. L'horloge comptoise égrenait les secondes, chacune martelant ma solitude. Les photos au mur maman et moi au parc, papa me soulevant fièrement avant l'accident étaient devenues des icônes d'un bonheur perdu à jamais, des témoins muets de ma déchéance. Comment allais-je faire ? La question tournait en boucle, sans réponse, terrifiante. La maison, mon cocon, s'était transformée en une prison dorée et glaciale. Dehors, la nuit enveloppait le monde, mais aucune obscurité n'était aussi profonde que celle qui venait d'envahir mon âme. J'étais seule, brisée, et laissée pour compte. Le véritable combat commençait maintenant. Les mois qui suivirent le départ de mon père furent un long tunnel sombre et froid, pavé de formulaires administratifs aux intitulés kafkaïens et d'appels téléphoniques où je devais répéter mon histoire à des voix désincarnées. La gestion de la succession de maman, orchestrée à distance par l'avocat glacial de mon père,
avançait avec une lenteur calculée vers l'inévitable, la vente de la maison. Notre maison. Celle où chaque recoin gardait l'empreinte des rires de maman, celle qui abritait tous mes souvenirs d'avant l'accident, d'avant la fracture. Recevoir la notification officielle de mise en vente par lettre recommandée fut comme une seconde vague d'abandon, plus insidieuse mais tout aussi dévastatrice. Il ne se contentait pas de disparaître, il effaçait méthodiquement toute trace de notre vie commune, me laissant sans port d'attache. L'angoisse devenait ma compagne la plus fidèle, surtout la nuit. Les heures s'étiraient, peuplées de cauchemars où son visage haineux et ses mots cet handicapé résonnaient en boucle. Au réveil, le miroir me renvoyait l'image d'une jeune femme cernée, épuisée, au bord du gouffre. La tentation de céder à l'apitoiement, de me laisser couler, était immense. Après tout, n'avait-il pas dit que j'étais un fardeau? Peut-être avait-il raison. Repousser ces pensées toxiques exigeait une énergie folle, une lutte de chaque instant contre le monstre intérieur qui l'avait nourri. C'est alors que Chloé a débarqué, tel un ouragan de pragmatisme et d'amitié indéfectible. Pas de longs discours larmoyants ni de pitié déplacée. Elle est arrivée un samedi matin avec des cartons vides, des rouleaux de scotch et un regard déterminé qui ne laissait place à aucune contestation. Bon, Gabi, on arrête de pleurer sur le lait renversé. Tu es plus forte que ça. Il t'a laissé tomber? Tant pis pour lui. On va retrousser nos manches et te trouver un nouveau chez toi. Et vite. Sa présence solide, son franc-parler parfois brutal mais toujours bienveillant, furent l'électrochoc dont j'avais désespérément besoin. Elle m'a aidé à trier les affaires de maman, tâche déchirante s'il en est. Chaque objet ravivait une blessure, mais Chloé était là, me tendant un mouchoir, puis me rappelant gentiment qu'il fallait avancer. Elle a passé des soirées entières à éplucher les annonces immobilières, à batailler au téléphone avec des agents peu scrupuleux qui tiquaient à l'évocation du fauteuil roulant. Elle ne me prenait pas en pitié, elle me poussait. C'est toi qui dois choisir, Gabi. C'est ta nouvelle vie. Prends les commandes. Après des semaines de recherches frustrantes, nous avons déniché la perle rare, un petit 2 pièces en rez-de-chaussée dans un quartier populaire, à des années-lumière du luxe discret de mon enfance. C'était loin d'être parfait, un peu sombre, avec une cuisine minuscule, mais les portes étaient larges, la salle de bain vaguement adaptée, et surtout, il était disponible immédiatement et dans mon budget serré. Le déménagement fut une épopée chaotique et épuisante. Voir les déménageurs emporter les derniers meubles de maman m'a brisé le cœur une fois de plus. Mais ce soir-là, assise par terre sur un plaid au milieu des cartons, partageant une pizza tiède, j'ai senti quelque chose de nouveau. Une minuscule flamèche de défi, une braise qui refusait de s'éteindre sous les cendres du désespoir. Ce fut encore Chloé qui me poussa à chercher un but au-delà de la simple survie. Qu'est-ce que tu aimais, Gabi? Qu'est-ce qui te faisait vibrer avant tout ça? Les mots. La logique. Le désir de justice qui m'animait déjà adolescente. L'idée a fait son chemin, le droit. Commencer par une capacité en droit à distance, depuis mon petit appartement. Remplir les dossiers d'inscription, monter les demandes de bourse, chaque démarche administrative, autrefois une torture, devenait un pas concret vers un avenir possible, un acte de résistance. La colère envers mon père ne m'avait pas quitté. Elle couvait, profonde et tenace. Mais elle se transformait. Elle n'était plus seulement une douleur qui me rongeait, elle devenait un moteur. Une énergie froide et déterminée. Il m'avait jugé incapable, un poids mort? J'allais lui montrer. Pas à lui, non. Il ne méritait plus mon attention. Mais à moi-même. Pour maman. Pour la jeune fille pleine de rêves que j'étais avant l'accident. Les premiers temps dans cet appartement furent difficiles. La solitude pesante, les fins de mois ric-rac, les obstacles du quotidien liés à mon fauteuil dans un environnement moins adapté qu'il n'y paraissait. La tristesse et la peur étaient des visiteuses fréquentes. Pourtant, quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement la victime brisée du premier jour. J'étais une survivante, une combattante novice apprenant à parer les coups et à avancer, centimètre par centimètre. Pourrais-je vraiment reconstruire ma vie sur ces ruines? Transformer ces fragiles braises en un avenir lumineux? Je l'ignorais encore. Mais une certitude s'ancrait en moi, son abandon ne serait pas ma définition.
Ma vie m'appartenait, et j'allais me battre pour elle. Le poids satisfaisant du dossier de jurisprudence entre mes mains. Victoire. Un sourire discret mais sincère s'est dessiné sur mes lèvres tandis que je relisais la décision favorable du tribunal. Un autre client, une autre personne dont les droits fondamentaux avaient été piétinés simplement à cause d'un fauteuil roulant, d'une canne blanche ou d'une différence invisible. Une autre bataille de remporter sur le front de l'ignorance et des préjugés. 8 années. 8 longues années s'étaient écoulées depuis l'écho glacial de cette porte qui s'était refermée sur ma vie brisée. 8 années de détermination farouche, de nuits sacrifiées à décortiquer des articles de loi, de moments de doute vite balayés par une rage de vaincre puisée au plus profond de moi. La jeune fille terrifiée et perdue avait cédé la place à maître Gabrielle Dubois, avocate. La spécialisation s'était imposée d'elle-même, défendre ceux que la société et parfois même leurs proches, considéraient comme des fardeaux. L'ironie était mordante, mais elle était devenue mon moteur le plus puissant. Le parcours n'avait pas été une promenade de santé. Les amphis bondés où trouver une place relevaient du défi, les regards fuyants ou faussement compatissants, les stages où chaque réussite était scrutée, comme si elle relevait du miracle plutôt que de la compétence. Mais chaque obstacle franchi avait été une brique de plus dans la reconstruction de mon estime personnelle. Chaque succès, même minime, avait attisé ces braises que mon amie Chloé avait si vaillamment protégées du vent mauvais. Chloé, mon phare dans la nuit, ma sœur d'armes, toujours présente, célébrant chaque étape avec une joie communicative et une fierté sans bornes. Mon téléphone a vibré sur le bureau lisse. Un message lumineux s'affichait, Léo. Alors, maître? Cette plaidoirie s'est bien passée? Prête à trinquer à la justice, et à nous, ce soir, émoticône, clin d'œil. Mon sourire s'est élargi, une chaleur douce se diffusant dans ma poitrine. Léo. Il était entré dans ma vie comme un rayon de soleil inattendu 3 ans auparavant, lors d'une conférence où j'étais intervenu sur l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Journaliste indépendant, son regard curieux et vif avait immédiatement percé l'armure, ignorant le fauteuil pour voir la femme, l'avocate, la personne entière. Notre connexion avait été immédiate, une évidence tranquille qui s'était transformée en un amour profond, solide, basé sur une admiration mutuelle et une complicité de tous les instants. Ce qui était si précieux avec Léo, c'était sa façon naturelle d'être. Pour lui, mon fauteuil n'était qu'une caractéristique, comme la couleur de mes yeux. Il ne me portait pas au sens propre comme au figuré avec cette sollicitude pesante qui infantilise. Il partageait mes indignations face aux rampes d'accès inexistantes ou aux remarques déplacées, il s'enthousiasmait pour mes victoires professionnelles avec une sincérité désarmante, il savait lire ma fatigue ou mes doutes sans jamais me faire sentir comme un poids. Il m'aimait pour la force que j'avais acquise, mais aussi pour les failles que je lui confiais parfois, les jours de pluie intérieure. Il était mon ancre, mon partenaire, mon refuge. J'ai éteint mon ordinateur, rassemblé mes affaires. En quittant le cabinet, échangeant quelques mots avec mes associés, je me sentais à ma place. Naviguer dans le flot des passants pressés sur les trottoirs parisiens ne m'intimidait plus. Mon fauteuil électrique, agile et rapide, faisait partie de moi, un outil de liberté. Mon appartement, bien différent du premier studio spartiate, était mon sanctuaire. Plus grand, lumineux, chaque aménagement pensé pour mon confort et mon autonomie, il était le reflet de mon indépendance chèrement acquise. Des étagères croulant sous les livres, quelques œuvres d'art contemporain, des photos de voyage avec Léo ou de soirées entre amis, une vie bien remplie, choisie, assumée. Le passé, bien sûr, n'était jamais totalement enfoui. Il suffisait parfois d'une remarque maladroite, d'une situation me rappelant ma différence, ou simplement d'un moment de silence pour que l'ombre de mon père, la morsure de son rejet, refasse brièvement surface. Une cicatrice invisible, toujours sensible sous la surface. Mais elle ne dictait plus ma vie. Elle faisait partie de mon histoire, de ce qui m'avait façonné. Elle avait nourri ma détermination, affûté mon empathie pour mes clients, renforcé ma conviction qu'il fallait se battre pour sa dignité. En songeant à la jeune fille dévastée que j'avais été, celle qui se croyait condamnée à une vie de dépendance et de solitude, je mesurais le chemin parcouru. La vulnérabilité n'avait pas disparu, mais elle cohabitait désormais avec une force tranquille, une assurance née des épreuves surmontées. J'étais passé de la survie à la vie. Pleinement. Ce soir, Léo m'attendait.
Nous allions choisir un petit restaurant italien qu'il avait repéré, ou peut-être juste commander des sushis et regarder un vieux film, blottis l'un contre l'autre dans le canapé. Ma vie était là, dans ces moments simples et précieux. Un bonheur authentique, construit avec patience et résilience. Pourtant, une infime partie de moi restait sur ses gardes, consciente que les fantômes du passé possèdent une patience infinie. Mais ce soir, comme tous les autres soirs depuis longtemps, je choisissais de vivre dans la lumière, de savourer chaque instant de ce présent que j'avais conquis. La journée au cabinet s'était étirée, dense mais productive. J'aspirais à retrouver le cocon rassurant de mon appartement, la présence apaisante de Léo, la parenthèse douce d'une soirée ordinaire. Le soleil de fin d'après-midi dorait les façades haussmanniennes alors que je manœuvrais mon fauteuil sur le dernier trottoir avant mon immeuble. C'est là que je l'ai aperçu. Une silhouette masculine, immobile près de la lourde porte cochère. Un peu voûtée, comme hésitante. Ma première pensée fut pour un livreur égaré ou un voisin attendant de l'aide. Puis l'homme s'est lentement retourné, alerté par le léger vrombissement de mon moteur électrique. Et mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Le temps sembla se suspendre. 8 ans s'étaient évaporés en une fraction de seconde. Les cheveux étaient plus rares, grisonnants, le visage marqué par un réseau de rides serrées que je ne lui connaissais pas. Ses épaules s'affaissaient sous un manteau sombre, propre mais visiblement usé. Un détail me frappa, ses chaussures, éraflées, déformées, loin du standing qu'il affichait autrefois. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont transpercé. Ce bleu intense, autrefois porteur de fierté ou de colère froide, était aujourd'hui noyé dans une brume de larmes, rougi, presque suppliant. Mon père. Là, devant moi, sur le seuil de ma nouvelle vie, comme un spectre surgit d'une tombe que je croyais scellée à jamais. Le choc fut si violent que mes mains se crispèrent sur les commandes, immobilisant mon fauteuil. Il fit quelques pas hésitants vers moi, ses mains tremblant légèrement. Une odeur indéfinissable flottait autour de lui, un mélange âcre de tabac froid et de quelque chose d'autre, de solitude, peut-être. Gabriel ? Sa voix était éraillée, méconnaissable. C'est bien toi ? Ma fille. Il s'arrêta à quelques mètres, comme retenu par une barrière invisible. Les larmes, retenues jusque-là, se mirent à couler sur ses joues creusées. Gabriel, Oh, mon Dieu. Je suis tellement désolée. Tellement. Il n'y a pas eu un seul jour, pas un seul, où je n'ai pas regretté amèrement. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait ce jour-là. J'étais hors de moi, brisé par la mort de ta mère, je ne savais plus. J'ai été impardonnable. Un lâche. Un monstre. S'il te plaît, je t'en supplie, essaie de me pardonner. Son désarroi semblait sincère. Une partie infime de moi, la petite fille qui avait idolâtré son père avant le drame, eut une brève suffocation de pitié. Mais elle fut aussitôt écrasée par la femme que j'étais devenue, par l'avocate entraînée à déceler les failles et les faux-semblants. Un mur de glace s'était dressé en moi dès que je l'avais reconnu. La froide colère, la méfiance instinctive prirent le dessus. 8 ans de silence radio. 8 ans où il aurait pu essayer de me contacter, de s'excuser, de prendre des nouvelles. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette mise en scène pathétique sur le pas de ma porte ? Qu'est-ce qu'il veut réellement ? Le mot qu'il avait hurlé ce jour-là handicapé résonna dans ma tête avec une clarté douloureuse, balayant toute trace de compassion naissante. Ma voix, quand je parvins enfin à parler, était dénuée de toute émotion. Une neutralité polaire. « Que faites-vous ici ?» Il tressaillit, visiblement décontenancé par mon ton. Je voulais te revoir. Te parler. Savoir comment tu allais. J'ai eu du mal à te localiser, tu sais. Vraiment ? À l'ère d'Internet ? Une excuse bien faible. J'espérais. J'ai besoin de savoir si un jour, peut-être, tu pourras me pardonner. L'air suppliant, les mains jointes. La performance était presque convaincante. Presque. Je dois rentrer, dis-je simplement, entamant la manœuvre pour le contourner. Son chagrin fin ou réel commençait à m'étouffer. Rester là une seconde de plus me semblait insupportable. Attends. Gabriel, s'il te plaît. Il fit un pas vers moi, sa main s'élevant comme pour me retenir, puis retombant mollement le long de son corps.
Il semblait soudain prendre conscience du gouffre qui nous séparait. Sans un regard en arrière, j'appuyai sur le bouton d'ouverture de la porte de l'immeuble. Je vous prierai de ne plus vous présenter ici, lançai-je d'une voix ferme avant que la lourde porte ne se referme derrière moi, le laissant seul sur le trottoir. À l'intérieur de mon appartement, une fois le verrou doublement tourné, je m'adossai contre la porte, fermant les yeux. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Le fantôme avait pris cher. Il m'avait retrouvé. Mon premier réflexe fut d'appeler Léo. Entendre sa voix chaude, inquiète mais solide, fut comme jeter l'ancre après une tempête. Je lui racontai tout, d'une traite, ma propre voix trahissant encore le choc. Sa réaction fut celle que j'attendais, une colère froide envers cet homme, une tendresse protectrice infinie pour moi. Mais fidèle à lui-même, il ne tenta pas de m'influencer. C'est toi qui décides, mon amour. Quoi que tu veuilles faire, que tu veuilles le revoir ou l'ignorer, je suis là. On fera face ensemble. Son soutien était mon roc. Mais cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. L'image de cet homme vieilli, apparemment brisé, se superposait sans cesse à celle du père cruel et distant qui avait prononcé ma sentence 8 ans plus tôt. Était-il sincère? Rongé par le remords? Ou était-ce le début d'une nouvelle manipulation, plus perverse encore? Son retour avait fait voler en éclats la sérénité que j'avais mis tant d'années à construire. Les fondations de ma vie semblaient soudain moins stables. Une chose était certaine, ce spectre du passé n'allait pas s'évanouir d'un coup de baguette magique. Et une nouvelle détermination, plus froide, plus analytique, naissait en moi, comprendre. Comprendre pourquoi maintenant. Quelle était la véritable raison de ce retour? La méfiance serait ma boussole dans les jours à venir. Les jours qui suivirent notre première rencontre furent marqués par une tension intérieure constante. Mon père multipliait les tentatives de contact, messages vocaux empreints d'une tristesse étudiée, SMS larmoyants, appels que mon téléphone filtrait impitoyablement. Son insistance suspecte, loin de m'attendrir, ne faisait qu'alimenter le feu de ma méfiance. Ce revirement soudain, ce besoin pressant de rédemption après 8 années d'un silence assourdissant. Non, quelque chose ne collait pas. Léo, avec son pragmatisme bienveillant, avait mis le doigt dessus. Gabi, si tu as un doute, fais ce que tu sais faire de mieux. Creuse. L'avocate en toi trouvera la vérité. Il avait raison. L'instinct de l'avocate, affûté par des années à démêler des affaires complexes, prit le pas sur l'émotion de la fille trahie. Je commençai par les bases, le dossier de succession de maman. Un prétexte officiel, besoin d'une copie pour mes archives personnelles, me permit de recontacter Maître Dubois, le notaire de l'époque. Au téléphone, sa voix posée se fit plus chaleureuse en évoquant le souvenir de ma mère. Il confirma les termes du testament que je connaissais déjà, mon père désigné comme administrateur de mes biens jusqu'à ma majorité légale étendue par ma situation. Puis, comme une pensée secondaire, il ajouta: votre mère était une femme d'une grande prudence, mademoiselle Dubois. Elle avait pris soin de souscrire, en plus, une assurance vie substantielle à votre nom, auprès d'une autre compagnie, il me semble. Avec des modalités de déblocage assez spécifiques, si ma mémoire est bonne. Pour vous protéger, sans doute. Une assurance vie? Mon père n'en avait jamais soufflé mot. Protéger de quoi? Ou de qui? Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je me plongeai dans les quelques cartons de documents maternels que j'avais pu récupérer in extremis avant la vente de la maison. Des trésors de paperasse administrative, des souvenirs d'une vie bien organisée. Et au fond d'une chemise cartonnée, je la trouvai. Une police d'assurance jaunie par les années, établie auprès de la compagnie Prévoyance Avenir. Le nom du bénéficiaire unique, Gabriel Dubois. La date de souscription, bien avant mon accident. Le lendemain matin, le cœur battant, j'appelai la compagnie. La conversation avec la conseillère fut cordiale, presque banale au début. Mais chaque information qu'elle me livrait avec une efficacité professionnelle dessinait les contours d'une vérité monstrueuse. Oui, la police existait. Oui, le capital était important. Oui, j'en étais l'unique bénéficiaire. Mais qui changeait tout. Le versement des fonds était soumis à condition. Soit à mon 30e anniversaire que j'avais célébré discrètement avec Léo et Chloé 3 mois plus tôt. Soit
Alternativement, sur présentation de justificatifs prouvant mon indépendance financière et sociale stable avant cette date. Et la clause finale, celle qui fit s'effondrer tout le château de cartes de son prétendu remords, pour débloquer les fonds, la demande devait obligatoirement comporter 2 signatures. La mienne, en tant que bénéficiaire. Et celle de mon tuteur légal désigné lors de la souscription du contrat, mon père. La lumière fut brutale, aveuglante. Tout devenait clair. Ses chaussures usées, son air de chien battu, son repentir, si opportunément programmé pour coïncider avec l'échéance de mes 30 ans. Sa ruine financière probable l'avait poussé à se souvenir de cette manne providentielle, cet argent de maman qu'il avait sans doute méprisé ou oublié, à l'époque, trop occupé à se débarrasser du fardeau. Son retour n'avait rien à voir avec moi, avec un quelconque regret. Il était motivé par l'appât du gain, par la nécessité absolue d'obtenir ma signature pour mettre la main sur un héritage qu'il ne méritait pas. L'abandon prenait alors une dimension encore plus abjecte. Il m'avait jeté dehors en sachant pertinemment que cette protection financière existait pour moi, ou en choisissant délibérément de l'ignorer jusqu'à ce que l'eau lui monte à la gorge. Sa cruauté se doublait d'une cupidité et d'une lâcheté sans nom. Une vague de nausée me submergea. Il me fallut 48 heures pour accuser le coup. 48 heures pendant lesquelles la stupeur et le dégoût firent place à une colère froide, métallique. J'ai tout raconté à Léo, dont les bras furent mon seul refuge tandis que je laissais échapper des larmes de rage impuissante. Puis, la décision fut prise. J'allais le confronter. Mais selon mes règles. Je lui fixai un rendez-vous. Pas chez moi, terrain trop intime. Pas dans un lieu public où il pourrait jouer la comédie. Je le convoquai dans la grande salle de réunion vitrée de mon cabinet. Neutre, professionnelle, intimidante. Mon territoire. Il arriva pile à l'heure, un petit bouquet de fraisias à la main, les fleurs préférées de maman, l'ultime manipulation qui jurait avec le décor épuré. Il arborait son masque de père contrit, la voix tremblante, le regard fuyant. Je le laissai dérouler son numéro bien rodé, les remords qui le rongeaient, la solitude insupportable, le désir de renouer, de se faire pardonner. J'écoutais en silence, mon visage impénétrable, le laissant s'enferrer dans ses mensonges. Quand il eut terminé, épuisé par sa propre performance, je posai lentement sur la table devant lui une photocopie de la police d'assurance. Compagnie Prévoyance Avenir, commençai-je d'une voix égale, sans la moindre inflexion. Une assurance vie souscrite par maman il y a bien longtemps. Un capital non négligeable. Destiné à sa fille unique. Débloquable sous condition, mes 30 ans, ou la preuve de mon autonomie. Et cette clause intéressante. Je marquai une pause, le fixant droit dans les yeux. La nécessité d'une double signature. La mienne. Et la vôtre. Son visage vira au gris cendre. La sueur perla sur ses tempes. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha une échappatoire. Je ne me souvenais plus, c'est si vieux. Bredouilla-t-il. Vraiment? Mon ton se fit tranchant. Oublié pendant 8 ans? 8 ans où vous m'avez laissé me débattre seul après m'avoir qualifié de « handicapé » ? Votre mémoire vous revient comme par miracle 3 mois après mon anniversaire? Votre soudaine sollicitude n'aurait donc rien à voir avec vos dettes et ce besoin criant de ma signature? Il ne tenta même plus de nier. Le masque tomba enfin, révélant le visage nu de l'égoïsme et de la panique. Il balbutia des excuses incohérentes, parla de mauvais investissement, de malchance. Sa détresse était palpable, mais elle ne m'atteignait plus. La trahison était trop profonde, trop laide. Sortez, ordonnai-je, ma voix basse mais chargée d'une autorité sans appel. Il me regarda, abasourdi, comme s'il ne comprenait pas, sortez de mon bureau. Et cette fois, sortez de ma vie pour de bon. Il se leva péniblement, son corps semblant soudain avoir vieilli de 10 ans. Quant à cet argent, ajoutai-je alors qu'il atteignait la porte. Il se figea. N'y pensez même pas. Il sera utilisé. Mais certainement pas pour réparer les pots que vous avez cassés. Il disparut dans le couloir sans un mot. La porte se referma sur le silence. La vérité était là, crue, dévastatrice. Mais une étrange sensation de légèreté m'envahit. Le dernier lien toxique venait d'être tranché. J'étais libre.
et c'est moi, désormais, qui tenais les cartes. La partie n'était pas finie, mais les règles avaient changé. Le silence qui a suivi son départ précipité de mon bureau n'était pas vide. Il était dense, chargé d'une finalité absolue. La colère froide s'était dissipée, laissant place à une clarté étrange, presque clinique. Le dernier lien, ce fil invisible et toxique tissé de culpabilité et d'un reste d'espoir filial absurde, venait d'être sectionné net. Il n'y avait plus de père à haïr ou à espérer. Juste un homme, consumé par ses propres démons, étranger à ma vie. Le dégoût persistait, oui, mais il était curieusement apaisant, comme la certitude d'avoir enfin fermé une porte à double tour sur un passé douloureux. J'étais libre de sa présence, de son ombre, de son jugement. Ce soir-là, en partageant une pizza sur la table basse avec Léo, les mots furent presque superflus. Il a lu dans mon regard la résolution qui s'y était installée. Et maintenant, a-t-il simplement demandé, sa main trouvant la mienne, chaude et rassurante. L'idée de la vengeance, de le voir s'enfoncer dans ses problèmes financiers, m'a traversé l'esprit une seconde. Jouissif, peut-être, mais stérile. Cela ne réparerait rien, ne guérirait rien. Le pardon ? Une farce grotesque après une manipulation aussi sordide. Alors, que faire ? Que faire de cette histoire, de cette blessure, et de cet l'argent de maman, destiné à me protéger, souillé par la convoitise de celui qui m'avait abandonné ? Le garder pour moi aurait été comme accepter une part de cette souillure. Non. Une autre voie s'est dessinée, lumineuse et évidente, née des cendres de ma propre expérience. Ma décision concernant l'homme qui m'avait donné la vie fut exécutée avec la précision froide d'une procédure légale. Par l'intermédiaire de mon avocat, une lettre recommandée avec accusé de réception lui fut envoyée, mise en demeure stricte et formelle de cesser toute tentative de contact, par quelque moyen que ce soit, sous peine de poursuites immédiates pour harcèlement. Pas un mot d'explication. Pas une once d'émotion. Juste une barrière juridique infranchissable. Le silence définitif comme seule réponse à ces 8 années de silence coupable. Il était effacé de mon présent et de mon avenir. Restait l'assurance vie. Je pris contact avec la compagnie Prévoyance Avenir. Rassembler les preuves de mon indépendance fut une démarche empreinte d'une ironie amère, mes diplômes universitaires, mes contrats de travail, mes avis d'imposition, les statuts de mon cabinet, tout ce que j'avais bâti seul, précisément parce qu'il m'avait laissé sans soutien. Le déblocage des fonds fut rapide. Et c'est là que se nichait ma véritable réponse, mon pied de nez ultime au destin et à ses manigances. Le « tu n'imagines même pas » n'était pas une vengeance, mais une transformation. Cet argent, potentiellement toxique, allait devenir un levier pour le bien. Avec l'aide précieuse de Léo, de Chloé, et de confrères spécialisés en droit des fondations, je donnais naissance à Horizon Nouveau. Sa mission, fournir une aide juridique gratuite et un soutien financier d'urgence aux jeunes adultes en situation de handicap confrontés à une rupture brutale de soutien familial, à un abandon, à une situation de précarité soudaine suite à la perte de leurs aidants. Transformer le venin de ma propre histoire en un remède pour d'autres. Détourner l'arme de sa cupidité pour forger des boucliers. L'annonce de la création fut volontairement discrète. Un communiqué de presse sobre, envoyé aux associations concernées, aux travailleurs sociaux, à quelques médias spécialisés. Aucun pathos, aucune mention de l'origine personnelle des fonds. Seule la mission comptait, tendre une main là où j'aurais tant aimé en trouver une autre fois. C'était ma plus belle façon d'honorer la mémoire de maman, de réaliser sa volonté de protection en l'élargissant bien au-delà de ma personne. C'était ma victoire la plus éclatante, non pas avoir écrasé celui qui m'avait fait du mal, mais avoir créé de la lumière à partir de ces ténèbres. Qu'il l'apprenne un jour ou non n'avait strictement aucune importance. Son opinion, son existence même, m'était devenue indifférente. Léo a été mon phare durant ces mois intenses, jonglant entre son travail de journaliste et son soutien indéfectible, relisant les statuts jusqu'à pas d'heure, me préparant des dîners quand j'oubliais de manger, et surtout, me rappelant de sourire, de respirer. La lueur de fierté dans son regard le jour où nous avons officiellement signé les documents de la fondation devant notaire fut mon plus beau trophée. Notre amour, solide, serein, était le véritable pilier de ma vie, la preuve qu'un avenir heureux était possible après la dévastation. Aujourd'hui, je suis assise à mon bureau.
Pas celui du prestigieux cabinet d'avocats, mais celui, plus modeste mais tellement plus vibrant, de la Fondation Horizon Nouveau. Sur mon écran, le dossier de notre tout premier bénéficiaire, un jeune homme de 19 ans, étudiant brillant, devenu paraplégique suite à une maladie soudaine, et dont les parents, dépassés, menacent de l'envoyer en institution faute de moyens. Une vague d'empathie me submerge, familière, mais elle est différente maintenant. Elle est porteuse d'action, de solutions. Je sais que nous pouvons l'aider. Léo entre sans bruit, me tend une tasse de thé fumant, son geste tendre et quotidien. Nos regards se croisent dans le reflet de l'écran, un sourire complice s'échange. Par la large fenêtre, le ciel parisien déploie sa palette de gris et de bleu, vaste et ouvert. C'est mon horizon. Celui que j'ai choisi, celui que j'ai façonné à force de volonté. Les cicatrices de mon passé sont là, invisibles sous ma peau, partie intégrante de mon histoire. Mais elles ne sont plus des chaînes. Elles sont la preuve silencieuse de ma résilience. Je suis Gabrielle Dubois. Avocate. Femme amoureuse. Fondatrice d'Horizon Nouveau. Assise dans mon fauteuil, oui, mais plus debout que jamais. Et pour la première fois depuis si longtemps, je ressens une paix profonde, authentique, inébranlable. Il m'avait laissé pour compte, me croyant fini. Il n'imaginait pas la force de mes propres ailes, ni la beauté du ciel que je pouvais atteindre par moi-même.